Je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, mais pourquoi as-tu choisi de parler de ce film-là alors que tu aurais pu parler de Ride Your Wave qui est déjà disponible, ou alors des Enfants Loups à Miyuki que vous voyez ici et qui est un de mes films d'animation japonais préférés, ou même du Garçon et la Bête qui est aussi un film que je trouve excellent. Eh bien, c'est surtout que je voulais parler d'un film de cette année et je me suis souvenu qu'un film qui m'intéressait un petit peu vient de sortir en format physique. Ce film, c'est Black Fox. Et je me suis dit aussi que quitte à me remettre à l'animation japonaise, autant m'y remettre petit à petit. Parce que mine de rien, les Enfants Loups à Miyuki, c'est un gros morceau à critiquer. Pareil pour le Garçon et la Bête. L'animation japonaise a toujours été pour moi quelque chose que je trouve exceptionnel. Alors évidemment, avec le temps, j'ai appris à connaître les Miyazaki. J'en ai pas vu énormément, je crois que j'ai vu Princesse Mononoke, et sinon vous avez les 4 ici. Et oui, il y a le film Final Fantasy version longue, ça existe, et il y a le film Dragon Ball Super Broly parce que j'aime Broly, tout simplement. Bref, dans tous les cas, on est là aujourd'hui pour parler de Black Fox. Un film dont je ne m'attendais à rien, mais en lisant le synopsis, je trouvais ça intéressant, alors je me suis dit, pourquoi pas, jetons un œil. Mais d'abord, qu'est-ce que ça raconte ? Rika est de retour chez elle et elle y découvre son père et son grand-père qui se font tuer sous ses yeux. Depuis ce jour, elle décide de vouloir se venger en cherchant les assassins et en les faisant payer. En gros, c'est l'histoire. Alors oui, dit comme ça ne part pas totalement bien, mais on va y revenir. Déjà, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film ? Honnêtement, ça passe. C'est pas un mauvais film et en même temps, il faut comprendre aussi que c'est le premier film d'un des deux réalisateurs de ce film et le deuxième, il me semble, de l'autre réalisateur, vendu le mérite sur la bande-annonce, qui avait fait un film sur Ghost in the Shell. Non, pas ce Ghost in the Shell, celui-là. Voilà, et je ne l'ai pas vu, donc je ne donnerai pas mon avis sur celui-là. Donc, vu comme ça, et en tant que premier film, ça s'en sort pas mal, malgré qu'il y ait quand même pas mal de problèmes dans le film aussi. Et on va commencer par ça. Le premier défaut du film que je citerai, c'est l'écriture. Non pas qu'elle est mauvaise, l'écriture peut être intéressante, mais elle est terriblement simpliste. Et je pense que c'est d'ailleurs le plus gros problème de ce film. Alors oui, c'est un premier film, encore une fois de la part d'un des deux réalisateurs, et l'autre n'a fait qu'un film avant, mais ça n'excuse pas tout. Personnellement, je ne suis pas allergique au premier film et je ne suis pas allergique au fait qu'on reprenne un scénario déjà vu si on le fait d'une manière un peu différente. Mais on ne peut pas nier que l'écriture est très simpliste, voire beaucoup trop. Et ça amène à un autre problème du film, les événements prévisibles. Il y a beaucoup de moments prévisibles dans le film, dus justement à l'écriture qu'on voit venir à 1000 km. Par exemple, le personnage de Mia, qui est grosso modo une amie de Rika, mais j'en reparlerai dans la partie positive, elle a été torturée par son père. D'accord. Elle se fait avoir une fois par celui-ci. D'accord. Mais elle se fait avoir une deuxième fois, et vraiment cette deuxième fois, malgré toute l'émotion que ça veut donner, malgré le doublage qui est vraiment bon et la mise en scène travaillée, t'es vraiment en mode, on voit venir qu'il va la trahir, arrêtez. Il y a aussi le fait que Rika va forcément apprendre que la vengeance n'est pas la solution, enfin voilà. C'est un peu prévisible et c'est dommage. Ensuite, je parlerai de Melissa, qui est la colocataire de Rika, qui s'occupe de faire à manger, de faire les courses, enfin, elle fait les tâches ménagères si vous voulez, ça fait plus une femme de ménage qu'une colocataire. Si je puis me permettre, mais ce n'est pas une critique. Je pense que c'est le seul personnage dont on aurait pu se passer pour ce film. Non pas qu'elle n'est pas attachante, elle est attachante dans sa personnalité, dans sa manière de vouloir aider Rika qui travaille pour payer le loyer. Mais est-ce qu'elle était réellement nécessaire en fait ? Est-ce que ça change quoi que ce soit de ne pas la mettre dans le film ? Honnêtement, je suis pas sûr, hein. Même pour la révélation de fin que je trouve nulle, mais ça j'en parlerai en partie spoil, je trouve que Melissa n'a servi à rien. Et c'est dommage parce qu'encore une fois, elle est attachante. C'est juste qu'elle n'est pas très utile. Et même si je l'apprécie, ça ne veut pas dire que c'est un personnage utile ou intéressant à suivre dans ce film. J'en viens à un autre problème de ce film qui sera forcément le plus visible, l'animation. Alors vous savez, quand on a un film d'animation japonais, on s'attend quand même à une animation de très bonne qualité. Là vous prenez Les Enfants Loups et Promare, il y a une animation d'excellente qualité. Même Final Fantasy en soi, je trouve que l'animation avait quelque chose. Là, on parle d'un film unique. Si vous prenez par exemple un film qui adapte un animé ou qui est dans le même univers que l'animé, type Dragon Ball, mais pas Dragon Ball Super Broly, même lui avait trouvé son petit style d'animation, mais plutôt My Hero Academia. Voilà, les deux films My Hero Academia, le style d'animation est le même que l'animé. Et en soi, c'est pas trop perturbant, tu peux te dire, ça passe étant donné que c'est le même univers.
D'ailleurs, je sais pas si les films My Hero Academia sont canons. Mais dans tous les cas, tu te dis pourquoi pas ça passe. Et même DBZ, les premiers films, c'était ça. C'était dans le style d'animation de l'animé DBZ. Sauf que Black Fox n'est pas issu d'un animé. C'est un film unique. Donc je comprends pas pourquoi on a une animation de si basse qualité. Alors attention, je ne dis pas que l'animation est mauvaise. Elle est travaillée dans la majorité. Mais t'as quand même des petits détails de dessin qu'on devrait pas retrouver. Genre à un moment quand Rika est en train de marcher avec sa valise, on voit deux bonhommes sur la gauche qui n'ont pas de visage. Et encore dans un animé, tu laisses un peu passer, tu peux te dire « Oui bon ça va, on va être un peu souple ». Mais là, pour un film comme ça, un film donc qui a eu un budget plus conséquent qu'une série, normalement, ça passe pas. Je veux dire, le style d'animation est sympa, mais on méritait une animation mieux travaillée. Et ce, malgré que l'animation ne soit pas trop mal encore une fois. Là, je me plains juste que le niveau d'animation ne soit pas à la hauteur de ce qu'on aurait dû avoir. Non pas que l'animation est mauvaise. L'animation est travaillée malgré quelques problèmes de dessin. D'ailleurs, je voudrais revenir sur un petit détail qui m'a un peu perturbé au moment où Rika envoie des messages à son père au téléphone. Et là, je vais me plaindre vraiment d'un mini détail. Hein. C'est du même niveau que quand j'ai chipoté sur le fait que Joker écrivait du français dans son film. Je suis habitué avec les films japonais, VOST ou VF, hein, ça dépend. Je suis habitué à avoir le texte en japonais et donc à avoir les sous-titres en français ou anglais. Parce que ça m'arrive des fois que les sous-titres sont en anglais quand je regarde le film. Mais là, c'est l'inverse. Les textes du message sont en anglais et les sous-titres sont en japonais. C'est pas une critique en soi, mais c'est un détail que je trouve un peu perturbant. Comment ça se fait qu'on a de l'écriture anglaise et des sous-titres japonais, alors qu'à la base, c'est quand même un film japonais qui devrait être sous-titré anglais ou français. Bon, après, en soi, c'est pas un drame, mais c'est un détail que je trouve assez perturbant. C'est tout. Bien évidemment, l'inattendu ne marche pas, sauf une révélation sur laquelle je reviendrai en partie spoil, mais dans la majorité, l'inattendu ne fonctionne pas. On n'y croit pas, il n'y a aucun moment réellement surprenant en fait. Moi je les voyais venir, Rika qui ne franchit pas la limite parce qu'on l'arrête, Mia qui se fait trahir par son père, il y a plein de trucs comme ça qu'on voit venir en fait, et c'est le problème. Alors encore une fois, ça doit venir de l'écriture simpliste du film. On a aussi un autre problème, il n'y a pas beaucoup d'inattendus. Pour être honnête avec vous, le seul moment inattendu qui a marché, c'est à la fin. Mais c'est un seul moment. Le reste du film est prévisible, ça se voit venir. Même sans réfléchir, si t'as vu un ou deux films du même style de vengeance, on sait très bien comment ça va se passer. Et c'est le problème, encore une fois, de l'écriture simpliste du film. Je finirai en disant que la toute dernière révélation du film n'apporte rien. Mais rien d'intéressant, hein, mais encore une fois j'en parlerai en partie spoil. Sachez juste que ça concerne le personnage de Melissa. Et sinon, il y a pas mal de 3D un petit peu dégueulasse. Je suis désolé, mais moi déjà je suis contre le fait qu'on mélange la 2D et la 3D quand c'est mal fait. Quand c'est bien fait comme dans Tarzan, je veux bien. D'ailleurs Tarzan, un de mes coups de cœur de Disney. C'est pas donné à tout le monde. Et l'animation japonaise, ce n'est pas la première fois qu'elle essaye de mélanger la 2D et la 3D. Tiens d'ailleurs Fukatsu no F aussi a ça, mais ça donne pas des très belles séquences pour autant. Bon là après, ça fait pas trop mélange 2D 3D, c'est plus séquence 2D, séquence 3D, mais quand même, la ville en 3D, non, je suis vraiment pas fan. Bon, dans les défauts j'ai tout dit, je pense que je vais pouvoir passer à la partie positive, à commencer par les personnages que je trouve intéressants. Donc on va commencer par parler de Rika. Rika qui est une jeune fille qui adore son père pour la science et la technologie qu'il fait, et à côté aime son grand-père qui lui veut qu'elle suive les traces qu'il est en train de lui faire faire en nouveau maître ninja. Oui, je dis nouveau maître ninja, mais c'est nouveau maître du dojo, nouveau chef de clan. Honnêtement, Rika, c'est un personnage qu'on comprend dans sa difficulté de choisir parce qu'elle est vraiment tiraillée entre les deux choix. Mais il faut admettre que malgré tout, Rika est un personnage plutôt attachant et intéressant à suivre. C'est un personnage principal réfléchi, c'est un personnage qui donne envie qu'on la suive, qui nous donne envie d'en savoir plus sur elle, et qui, quand tu es son ami, est très attachante. Même s'il y a des moments où elle doit être insupportable, mais ça c'est pire quand tu es son ennemi. Et même son aveuglement par la vengeance, le fait qu'elle ait changé d'identité par rapport à ce qui s'est passé, c'est logique, il faut bien qu'elle se cache pour qu'on ne la retrouve jamais. En tout cas, Rika est un bon personnage principal pour ce film. Ensuite, on a Allen, le père de Rika. C'est un homme de science qui aime créer de nouvelles machines, mais non pas pour faire des armes et gagner les guerres, mais parce qu'il veut apporter le sourire aux gens. Ouais, je sais, c'est niais, mais concrètement, je vois pas d'autre intérêt. Ou alors c'est pour le plaisir de sa fille. Dans tous les cas, il aime ce qu'il fait son métier par amour de la science, de la technologie et de faire plaisir à sa fille, et ça marche. C'est un père attachant dans sa personnalité, malgré le peu de temps qu'on le voit. Et puis surtout, c'est un père compréhensif, parce qu'il y a quelque chose que j'aime beaucoup chez lui. Il n'impose pas à Rika de suivre sa voie. Non, parce que des fois, le cliché du film, c'est de dire l'un veut qu'il suive la voie, l'autre veut qu'il suive l'autre voie. Mais là, non, là, le père de Rika, il est vraiment en mode tu choisis ce que tu veux faire, Rika. Moi, je ne te dirai rien. Juste,
choisis bien ce que tu veux faire. Sois sûr de toi. Mais cet homme est un très bon père, donnez-lui une médaille. Ensuite, dans la famille, on a Yohei, je crois que ça se dit comme ça, mais je ne suis pas sûr. C'est le grand-père de Rika, lui, il est persuadé que Rika doit suivre ses traces en tant que nouveau chef de clan. Bah Rika, elle dirait pas non, mais le problème c'est que Rika, elle est aussi très fascinée par la science. Lui, il n'est pas allergique à la science, mais il a juste réellement envie que sa petite fille suive ses traces. Sans lui imposer le choix. C'est préférable pour lui, mais en aucun cas il est en mode « tu suivras ma voie que tu le veuilles ou non ». Bah comme le père c'est un bon grand-père, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ensuite on a le personnage qui fera probablement le plus de peine pour ceux qui verront le film, Mia. Alors Mia, c'est aussi une fille de scientifique, un scientifique qui a travaillé avec le père de Rika, mais contrairement à Rika, elle n'a pas vraiment eu le choix de sa vie. Pendant la majorité de sa vie, utilisée comme une arme par son père. Elle fait de la peine, cette fille. Sérieusement, c'est triste. Là où Rika, elle a eu une famille pour l'entourer qui ne lui a jamais imposé de choix, elle a été utilisée par son père par égoïsme. Mais c'est horrible. Sérieusement, moi je trouve ça ignoble. Et résultat, Mia, c'est un personnage pour lequel on a beaucoup de peine. Elle se remet en question par rapport à son père, par rapport à ce qu'elle doit faire, le bon chemin qu'elle doit suivre. Mais honnêtement, Mia est très touchante. J'aime beaucoup ce personnage. J'ai même envie de dire, si Rika n'était pas le personnage principal du film, Mia pourrait être la deuxième. Après, je vais pas mentir, Mia est plus intéressante à suivre que Rika dans la deuxième partie. Non, parce que Rika, son envie de vengeance, ça se comprend, mais c'est déjà vu. Alors que Mia, le truc torturé utilisé comme une arme, c'est déjà vu aussi, mais je trouve déjà que c'est plus intéressant à suivre. Ensuite, on a le professeur Loren, qui est le père de Mia, et donc qui a utilisé sa fille, et qui veut juste prouver que ses expériences valent mieux que celles des autres. Encore une fois, c'est très classique l'écriture, mais ça fait pas un mauvais méchant pour autant. J'ai même envie de dire, le mec est un égoïste connard qui l'assume, qui se sert de sa fille, il l'assume, t'as envie de lui donner des claques. Et honnêtement, ce mec c'est un enfoiré de première. Il ne pense qu'à sa gueule, il a juste son orgueil, il est en mode « je veux prouver que j'ai fait les meilleures inventions ». Alors oui, c'est pas terrible et ça fait pas un méchant très crédible en soi, mais la motivation se comprend, surtout s'il a toujours été dans l'ombre du père de Rika, en termes d'invention, parce que lui faisait des meilleures inventions. Mais bon, c'est du déjà vu. Mais là, vraiment, le mec est un enfoiré de première qui l'assume. Et il n'hésite pas à utiliser l'amour de sa fille pour l'utiliser elle. C'est vraiment ignoble. Limite, il ne la voit même pas comme un animal ou un être humain. Il la voit comme une expérience. Comme quelque chose qu'il exploite. Et non pas comme quelqu'un qu'il aime. C'est pas exceptionnel, mais ça fait un méchant qui passe pour ce long métrage. Et puis comme ça, on a envie de voir Rika lui casser la figure. Enfin, on a les robots animaux Oboro, Kasumi et Madara. Alors, c'est un chien, un aigle et un écureuil. Me demandez pas pourquoi ce choix d'animaux, je ne sais pas. Ce sont des robots animaux qui ont été créés par le père de Rika et qui sont chargés de la protéger, sachant que ce sont des animaux robots très expérimentés dans le combat et dont l'objectif est juste de défendre Rika. Ouais, bah ce sont des compagnons attachants où ils ont chacun une personnalité. D'ailleurs, un truc intéressant, moi je pensais que le but du film dans la majorité, ça aurait été de récupérer ces robots animaux. Mais au final, même pas, Loren ne veut pas les récupérer, il veut prouver qu'il est supérieur à eux. Bon, alors je disais que c'était simple dans l'écriture, mais ils ont quand même tenté des trucs. Et puis ces robots animaux, ils sont quand même attachants et ils arrivent à aider Rika dans les moments où elle a besoin d'aide. Vu qu'on parlait des personnages, je voudrais revenir sur une chose que je trouve bien gérée dans le film, la dichotomie. Là, de cette manière, c'est assez bien fait. Entre le père de Rika et Loren, par exemple, eh bien là, on sent une dichotomie qui est assez forte, malgré que la dichotomie ne soit présente que pour Loren. Loren voit vraiment le père de Rika comme quelqu'un qu'il veut dépasser, mais uniquement parce qu'il veut prouver par orgueil qu'il est le meilleur. Alors que le père de Rika, il s'en fout d'être le meilleur. Lui, tout ce qu'il veut, c'est faire des inventions pour le bien du monde, pour faire plaisir à sa fille. Il veut faire son travail. Donc, la dichotomie en elle-même, elle fonctionne. T'en as un qui fait ça pour le plaisir, l'autre qui fait ça par égoïsme. Et sinon, la dichotomie que je trouve réellement intéressante, c'est entre Rika et Mia. Rika qui d'un côté a toujours eu le choix de sa vie malgré qu'elle hésitait, qui a toujours voulu faire de la science, mais de l'autre côté, elle voulait aussi rendre hommage à son grand-père. C'est intéressant, ça fait un personnage avec un certain caractère, d'accord, mais au moins de ce côté-là, c'est intéressant. Là où Mia n'a pas eu le choix. Elle est devenue une arme, on lui a imposé de devenir une arme, une expérience, un sujet de laboratoire par son père. L'un a pris soin de sa fille, l'autre l'a exploité. Mine de rien, ça fait une dichotomie plutôt intéressante. En termes d'évolution, on a déjà Rika qui évolue d'une façon très classique. Hein. C'est l'évolution du « la vengeance n'est pas la solution, le tuer n'arrangera pas ce qui s'est passé ». Et on a aussi celle de Mia qui commence à ouvrir les yeux sur son père.
Et encore, faut qu'on parle de la scène où elle se fait avoir une deuxième fois par son père. En tout cas, je trouve que les deux personnages ont une évolution intéressante. Bon, symbolisme, on a des petits éléments qui fonctionnent bien quand on regarde bien. Le collier de Mia qui montre qu'elle est prisonnière de son père, traité comme un sujet de laboratoire. Le masque du grand-père de Rika qui symbolise sa vengeance et son envie de lui rendre justice. Les robots animaux aussi qui l'accompagnent, qui prouvent que qui reste de l'humanité que Rika doit garder et qui a été enseigné par son père. Enfin voilà, il y a pas mal de choses à dire sur le symbolisme de ce long métrage. Alors la mise en scène, je vous avoue qu'elle n'est pas si mauvaise, elle est même assez bien travaillée. Elle est classique, hein, c'est la mise en scène d'un shonen qu'on aurait déjà vu je ne sais pas combien de fois, mais c'est une mise en scène qui reste fonctionnelle. Et puis bon, même si tu fais un nouveau shonen, tu peux avoir une mise en scène intéressante. Bon évidemment, il y a aussi le message du film, hein, le fait que tu es libre de choisir la voie qui te correspond le mieux, là où tu te sens le plus à l'aise. Encore une fois, c'est un message déjà vu, d'ailleurs je crois que c'est vraiment ce qui résume tout le film, hein, c'est déjà vu, mais c'est quand même un message qui fonctionne bien. Les costumes ne sont pas trop mal, je trouve même que le costume final de Rika a pas mal de style, c'est bien trouvé de la manière dont c'est fait. Les musiques sont franchement cool, je trouve que ça passe bien avec ce qui est raconté à l'image. Ce ne sont pas des musiques épiques, mais ce sont des musiques vraiment qui collent bien à l'image, qui te racontent bien ce qui se passe. L'émotion est pas mal, malgré que ça soit déjà vu, je ne peux pas nier qu'il y a des scènes avec Rika et Mia qui ne m'ont pas laissé indifférent. Les décors sont plutôt jolis si on oublie les décors 3D de la ville. Et pour la VF, ça s'en sort plutôt bien. Ce sont des voix qui collent bien aux personnages. Et ce sont des comédiennes de doublage et des comédiens de doublage qui s'en sortent plutôt bien dans leur rôle. Partie spoil, je vais d'abord parler des révélations parce qu'il y en a deux qui me semblent importantes. Alors déjà, la première et la seule que j'ai pas vu venir, c'était le fait que l'homme qu'on a vu souriant qui voulait s'en prendre au père de Rika au début, et qui est probablement responsable de l'attaque, c'est en fait le PDG de la société, dont j'ai oublié le nom, je suis désolé, j'arrive pas à le dire à l'oral. Et j'avoue que cette révélation-là, je l'ai pas vu venir. J'avais même fini par oublier le personnage, tellement je l'avais pas vu venir. Donc en soi, cette révélation-là, ça marche. Par contre, la scène d'après, ça va pas du tout. Dans la scène d'après, on le découvre dans son bureau. Ça va, tout va bien, y a rien à dire. Et on apprend que Melissa est en fait une androïde qu'ils ont créée. Je suis pas sûr que c'était nécessaire de faire cette révélation. Déjà que Melissa ne sert pas à grand chose, lui mettre ce genre de révélation à la fin, en mode « Regardez, elle va être importante », non. En plus, vous nous mettez ça à la fin du film. Ça apporte rien. Ou alors ça apporte un autre problème, c'est qu'il manque 20 minutes au film. Le film ne fait qu'1h30, alors j'ai rien contre ça, et je trouve que dans l'ensemble ça s'en est bien sorti. Mais il faut quand même se le dire, quand tu vois la fin du film et cette révélation avec Melissa, tu as l'impression qu'il manque une vingtaine de minutes. Une vingtaine de minutes où Melissa, Rika et Mia, qui font maintenant équipe, s'infiltrent dans la tour pour affronter le PDG, qui a des problèmes, et que là, Melissa, vu que c'est une androïde, change de camp. Je sais pas, mais j'ai vraiment l'impression qu'à la base, le film avait été écrit comme ça, pour durer 1h50 à 2h. Et résultat, ça fait un manque. Je dirais pas que la fin est naze, mais on peut pas dire que cette fin apporte satisfaction. Une fin, c'est censé être l'aboutissement, mais là on dirait plus l'annonce d'une suite. Et soyons honnêtes, je n'ai rien contre le fait que ça essaye de faire une suite. J'ai même envie de dire, s'il y a une suite qui sort, je la regarderai probablement. Mais j'ai un gros problème. Si vous faites une suite, donc imaginons ça reprend là, hein, le fait que Rika, Mia et Melissa tentent de s'infiltrer dans la tour du PDG. Vous allez me faire croire que vous allez réussir à faire un film d'1h30, voire 2h, où elles doivent aller tout en haut de la tour. Vous allez pas faire du Saint Seiya avec le sanctuaire quand même à ce niveau-là. Donc ça c'est peut-être le plus gros problème, c'est que y a une révélation qui essaye de rendre Melissa importante, mais ça ne change rien. Ça ne change pas le fait que Melissa ne soit pas très utile à l'histoire. Et encore une fois, si vous vouliez faire cette révélation et justement continuer encore un peu le film après, vous auriez pu. Moi, j'aurais pas dit non à avoir 20 à 25 minutes de plus avec un petit arc comme ça. J'aurais même trouvé ça intéressant, le fait que Rika veut s'en prendre au PDG. Surtout que c'est lui qui est en partie responsable de la mort de son père et son grand-père. Je comprends pas pourquoi ça a fini comme ça, et je comprends pas la révélation de Melissa. Ou alors fallait garder cette scène où Melissa, on dit que c'est une androïde, fallait le garder pour le film d'après, s'il y a un film d'après. Voilà, je crois que je n'ai pas grand chose à ajouter à la partie spoil, donc au final, le film est regardable, au moins une fois, mais ce n'est pas un film qui marque les esprits. Si vous voulez, c'est un film qui vous fera plaisir si vous n'avez rien contre le fait que le scénario va être très classique, mais c'est pas un excellent film qui marquera les esprits. Bon, pour faire simple, si vous voulez un film aussi marquant que Promare ou Les Enfants Loups, vous aimerez pas le film. Par contre, si vous vous attendez juste à un film classique, sans trop d'inattendus et juste histoire de dire ouais, je vais regarder un petit film comme ça,
sans trop d'originalité, là ce film pourra vous plaire. Après, libre à vous de le voir ou pas, moi en tout cas, je regrette pas totalement de l'avoir vu, même si encore une fois le scénario, l'écriture est très classique, ça ne m'a pas empêché d'apprécier 2-3 points, surtout des personnages assez bien développés, surtout pour les fans de Japanimation qui aiment les shonen. Voilà, c'était mon avis sur Black Fox, j'espère que ça vous aura intéressé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, et ne vous inquiétez pas, là je vais probablement revenir sur des films plus connus que j'ai envie de faire depuis un certain temps, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao!